Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Lamine Diack claque la porte du comité international olympique. L'ex-président de l'IAAF a pris cette décision après sa suspension provisoire par le CIO. C'est suite aux accusations de corruption contre sa personne. Lutte contre l'immigration clandestine. Farba Senghor accuse Macky Sall d'être à l'origine de l'échec du plan REVA. D'après l'ancien ministre de l'Agriculture sous Abdoulaye Wade, c'est le président Sall qui a détourné le plan REVA de ses objectifs. Insécurité totale à Wakhinane Nimzatt, il y a du tout, meurtre, vol, viol. La police de proximité présente dans cette partie de la banlieue dakaroise ne parvient pas à faire régner l'ordre. Et puis c'est la grève à Nabil Choucair, 72 heures sans travail dans ces structures sanitaires. Le personnel réclame 3 mois d'arriérés de salaire. Le tour du monde avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Le pape François en Centrafrique, une visite à haut risque. La France avertit et a saisi le Vatican. Pierre Nkurunziza accuse la Belgique. Le président burundais soupçonne l'ancienne puissance colonisatrice de réarmer son opposition. Thomas Boniyayi ne sera plus candidat en 2016. Son mandat expire et la Constitution sera respectée. C'est ce qu'a dit le président du Bénin en France où il se trouve, où il effectue une visite officielle. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Antoine. L'actualité sportive est dominée par l'élection des meilleurs sportifs de l'année. L'ANPS se penche sur la question. C'est l'un des principaux titres de la page des sports. Les meilleurs sportifs donc connus. Aujourd'hui Antoine, l'ANPS procède à l'instant au dépouillement des votes des différentes rédactions. Football, les Lions prennent le repère à Madagascar tout à l'heure. Première séance d'entraînement du groupe d'Amucité arrivé tard dans la soirée à Tana. Championnat d'Afrique des Nations des U23. Dernière ligne droite pour l'équipe nationale olympique à stage à partir de demain. Le reste des expatriés attendu le 18 novembre prochain. Sommet de Malte sur les migrations, des milliards annoncés par l'Occident pour retenir les jeunes dans leur pays. Cela peut-il être une solution au problème de l'émigration clandestine? C'est l'objet de point de vue. Vous pourrez vous prononcer aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Chaque jour, un nouvel épisode dans l'affaire Lamine Diack, affaire de corruption présumée. La toute dernière actualité est que l'ex-président de l'IAAF, suspendu par le CIO, a démissionné de ce comité international olympique. Ismaël Kamara pour les détails. Lamine Diack jette plus vite que le comité international olympique. L'ex-patron de l'athlétisme mondial double le CIO. Les responsables de l'organisation olympique avait pris les devants en suspendant provisoirement Lamine Diack. Ce dernier a préféré démissionner de son poste de membre honoraire du CIO, une façon pour lui de contester le rapport de la commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage. L'AMA y avait mentionné des cas de dopage dissimulés d'athlètes russes par l'IAAF sous le règne de Lamine Diack, ce qui lui vaut une mise en examen pour corruption passive et blanchiment d'argent. Son dossier est entre les mains du juge français Renaud Van Ruymbeck. Lamine Diack, 82 ans, a depuis le début de cette affaire judiciaire nié les faits qui lui sont reprochés. Dans un communiqué rendu public, ses proches avaient même parlé d'acharnement. Que peut alors bien cacher cette démission subite? Sans doute veut-il montrer à la face du monde qu'il est blanc comme neige et qu'il épouse les valeurs de l'olympisme, lesquelles se résument à sa devise « plus vite, plus haut, plus fort ». Autant dire qu'avec cette démission, l'affaire Lamine Diack n'a pas fini de révéler tous ses secrets. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance, Antoine Diouf. L'État du Sénégal a reçu des dizaines de milliards de francs CFA pour lutter contre l'immigration clandestine. C'était sous l'ancien régime et il y avait plusieurs projets dans le plan REVA. Malgré tout, le drame de l'immigration clandestine est bien là. Et Farba Senghor accuse Macky Sall de détourner le plan REVA de ses objectifs. Aujourd'hui, avec le sommet de Malte sur l'immigration, des milliards sont annoncés pour fixer les jeunes dans leur pays. Mais un spécialiste de la question pense que cet argent risque de ne pas profiter aux concernés. L'Europe est confrontée ces dernières années à d'énormes flux migratoires.
Mais ces temps-ci, le phénomène est devenu incontrôlable, d'où la tenue du sommet de Malte sur la question. Une trentaine de chefs d'État africains, dont Macky Sall, sont attendus. Pour Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, ces dirigeants ne suivent que l'odeur de l'argent et non les intérêts des candidats à l'immigration. Une enveloppe de 1,8 milliard d'euros est prévue pour monnayer le retour des migrants économiques dans leur pays d'origine. L'immigration étant une soupape de sûreté pour les États africains, cet argent, malheureusement, ne profitera pas aux ayants droit et risque de rentrer dans des tonneaux sans fond. Le plan REVA, retour vers l'agriculture, initié par le président Wade, faisait partie des stratégies pour maintenir les jeunes dans le pays. Plusieurs financements ont été reçus. Farba Senghor, ministre de l'Agriculture sous Wade. C'est dans ces conditions que l'Espagne également a proposé de financer des fermes. Et nous en avions identifié à travers le Sénégal une vingtaine de fermes d'agriculture, de pêche et d'élevage. Environ, je crois, 20 millions d'euros. Quelques années après, presque aucun résultat, selon Farba Senghor. Pour lui, le nouveau régime a détourné les objectifs et le financement du projet. C'est une mauvaise gestion de Macky Sall du plan REVA qui a amené la situation actuelle. Mais nous avions fait un bon schéma. Il faut demander à l'agence REVA ou au ministre en question actuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait des financements de l'Espagne? Il faut nous poser la question. D'après Boubacar Seye, les efforts de l'Europe sur le continent africain dans ce domaine ne peuvent aboutir s'il n'y a pas de transparence. Aujourd'hui, l'Europe doit changer le type de coopération parce que jusque-là, cette coopération n'a rien produit. Vous avez parlé de l'argent qui a été injecté ici au Sénégal. Cet argent n'a jamais profité aux ayants droit. Près de 1180 milliards de francs CFA, c'est la somme prévue lors de ce sommet de Malte. Dans le passé, l'OIM, l'Union européenne ou d'autres organisations ont sorti de l'argent. Mais le phénomène persiste et se traduit aujourd'hui par un drame sans précédent. Dans la rubrique Point de vue, vous entendrez le ministre de la Jeunesse, Mambaïna, se prononcer sur cette question et les accusations de Farba Senghor contre le régime de Macky Sall. Meurtre, vol, viol, prolifération de bars clandestins, c'est bien cela, et trafic de chanvre régnés. Wakina Nimzat va mal. Dans cette partie de Guédiawaye, c'est l'insécurité totale et la police de proximité qui y est installée depuis 2012 ne parvient toujours pas à faire régner l'ordre. Un reportage de Salif Sow. Dans les rues de Wakina Nimzat, la peur se lit sur les visages des passants. Ici, l'insécurité est totale. Mais ici, on ne sent pas la sécurité quand même. Vous voyez tous ces meurtres qui se passent ici dans cette zone. Les jeunes, pour l'essentiel, sont des bandits. Ils ont des armes blanches. Ils agressent et tuent. Je suis victime d'agression à 3 reprises. Je le jure. Ils ont volé mon sac dedans, trouvé mon argent, mon téléphone portable et mes bijoux en or. Entre Bagdad, marché Boubès, c'était Assegnon jusqu'à Yembel. Partout, c'est des agresseurs. Ils ont récemment tué un jeune ici même. Les meurtres, agressions, vols, viols et cambriolages ne se comptent plus par le bout du doigt. Gangs rivaux, bars clandestins et salles de jeux sont monnaie courante. La circulation d'armes blanches et le trafic de chanvre indien sont aussi constatés. L'extraction du sable marin se fait de plus belle. Le tout couronné par un défaut d'éclairage public et un effectif insuffisant de policiers. La police de proximité, justement, un poste peu équipé, incapable de faire régner l'ordre fustige sexagénaire qui vit ici depuis 30 ans. Cette police, lorsqu'elle a été créée ici, bon, on avait applaudi une police de proximité. Mais non, on ne sent pas ces policiers-là. La sécurité n'est pas désirée. Il y a une recrudescence de meurtres, d'assassinats et de vols, de viols ici à Wakhinambe. Le responsable du poste de police reste injoignable. Son téléphone sonne dans le vide. Salif Sow, Wakina Nimzat, Radio Futur Média. Reportage sur le mal-vivre des populations de Morolan dans cette commune de la région de Thiès. Beaucoup de villages n'ont pas d'eau alors que certains forages qui alimentent Dakar se trouvent dans cette zone. À Morolan, l'éducation n'est pas bien lotie non plus. Ici, il y a beaucoup d'échecs scolaires. Correspondant Charente Diop. Morolan, l'eau se fait rare dans plusieurs villages de la commune. Les populations souffrent, le bétail en pâtit. Et pourtant, selon le maire de Morolan, Yves Lamousis, les forages qui alimentent Dakar et environ sont implantés dans sa localité. Quel contraste, dit-il? Nous, on a 13 forages dans la zone. C'est le réseau Pout-Nord qui alimente Dakar en eau potable. C'est pour dire aux populations de Morolan, suivez l'eau et allez à Dakar. Parce que si les gens n'ont pas accès à l'eau pour boire, ils n'ont pas accès à l'eau pour l'agriculture et pour l'élevage,
qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont aller à Dakar. Tout le monde va à Dakar. Parce que l'eau est à Dakar. Ça, c'est des contradictions énormes. En tout cas, le réseau de Toute-Nord, il y a 13 forages. Il y a au moins 8 ou 9 forages qui sont dans la commune de Mont-Roland. Donc ça, c'est des difficultés qui sont là. Au sujet de l'éducation, le maire de Mont-Roland indique que ce secteur se trouve dans des difficultés, avec des résultats aux examens catastrophiques cette année. Bon, vous voyez, dans Mont-Roland, il y a des écoles où il y a un admis ou bien 0 admis au CRF. C'est un certificat d'études. Ça, c'est problématique. Voilà, ça, je pense que quand même, c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. D'autant plus que nous faisons beaucoup d'efforts pour que l'éducation aille à l'avant. Je pense que quand on fait d'efforts et qu'en retour, on ne voit pas de résultats, on n'est pas très encouragé. Et nous espérons qu'avec l'accompagnement de l'IF de Tiaoum, les choses vont changer. Face à cette situation, les partenaires espagnols, en collaboration avec la mairie, ont réalisé des salles de classe dans plusieurs écoles de Mont-Roland pour une amélioration de la qualité de l'enseignement dans cette localité. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Nabil Chouker est en grève pour 72 heures. Les travailleurs réclament 3 mois d'arriérés de salaire. Cela découle de l'application de l'acte 3 de la décentralisation. La tutelle saisie n'a pas donné de réponse favorable à la préoccupation du personnel. Nafissa Toussila. RFM, la radio de toute l'actualité. Le reportage de Nafissa Toussila à Nabil Chouker. Brassard rouge au poignet, l'air dépité, les travailleurs de l'hôpital Nabil Chouker manifestent leur désolation. Plus de 2 mois de salaire impayé, une situation qui résulte de l'acte 3 de la décentralisation. Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS. Ce sont les travailleurs de la mairie de la Padoue, des agents relevant de la mairie de Padoue, pour véritablement dénoncer le fait que nous sommes dans le 3e mois, il n'y a pas de salaire. La mairie est en cessation de paiement. Elle ne peut plus faire face à ses obligations pour rémunérer les travailleurs. Ce qui se passe dans les collectivités locales est inacceptable. Depuis plus d'1 an, il y a la réforme de l'acte 3 qui peine en tout cas à régler les problèmes sociaux dans les collectivités locales. On nous raconte des histoires. Je crois qu'il faut qu'on arrête la politique politicienne et qu'on s'occupe réellement du développement des collectivités locales. Ce qui se passe est inacceptable. Dans quel pays sommes-nous? C'est la question qu'on se pose. Pour marquer le coup et se faire entendre, les travailleurs de l'hôpital Nabil Chouker ont décrété 72 heures d'inactivité, pas même de service minimum. Et ces travailleurs ont décidé, en tout cas au niveau local, de la mairie de Padoue, de décréter 72 heures de grève d'avertissement en attendant que l'intersyndical se saisisse de la question pour qu'on amplifie la lutte. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a beaucoup de communes à Dakar qui n'ont pas payé. Il n'y a pas de service minimum. Ventre creux ne peut pas travailler. Comment voulez-vous qu'on soigne des malades alors qu'on n'a pas mangé? C'est pas possible. Il faut être sérieux. Et pourtant, la mairie de la Padoue a été maintes fois saisie, mais la réponse reste insatisfaisante. La tutelle est débordée, elle est dépassée. Elle est engluée, comme je vous l'ai dit, dans les questions d'ordure, entre l'entente Dakar et autre chose. C'est ça qui les intéresse. C'est pas le sort des travailleurs. Nous n'avons rien demandé. On nous a redéployés dans des communes qui n'ont pas les moyens de nous payer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les travailleurs de l'hôpital Nabil Chouker ouvrent ainsi des hostilités et préviennent de paralyser le système si la situation n'est pas décomptée. Oui, les travailleurs de Nabil Chouker qui réclament 3 mois d'arriérés de salaire. Il est 12h13, vous suivez le grand journal. Le journal. L'actualité politique. Matam, les jeunes de la paire ne sont pas contents du conseil départemental. Ils estiment qu'il n'y a pas de projet structurant pouvant relancer le développement économique de Matam. Les élus du conseil départemental ont rejeté toutes ces allégations. Correspondance à Libanelian. Ce sont des jeunes très remontés qui ont rencontré la presse pour tirer sur le conseil départemental. Ces jeunes de la COJER de Matam émettent tout simplement un signal d'alarme face à ce qu'ils considèrent comme étant un mécontentement général et une déception des populations de ce département. Barkassi s'est porté leur parole. De donner une photographie vivante de la réalité politique du département afin d'aider le président de la République d'avoir une vision claire sur la situation politique de cette localité. Nous avons pensé que, pour reprendre les dires de Matamois, il y a un problème au niveau du département. Les gens disent qu'ils ne sentent pas l'avancement depuis que nous avons eu le nouveau président. Or, nous tous nous avons participé à ce qu'il arrive au pouvoir, donc nous ne permettrons à personne de venir saboter ou bien pousser au découragement de la population. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu un projet structurant allant dans le sens de booster l'économie du département. Et nous voulons que le président soit au courant. Et nous savons qu'il n'est pas au courant de ça parce qu'on ne l'a jamais rendu compte fidèlement. Ce sont des leaders à en finir, une guerre de positionnement. Et nous pensons que le conseil départemental qui a été mis par le président doit jouer le rôle pour le développement de la ville de... Pour rétorque les autorités du conseil
départemental par la voix de M. Kébé, son secrétaire général. Sûrement, le plan départemental de développement qui va être notre feuille de route, qui va servir de valise pour toutes les actions de développement économique à la base. Aujourd'hui même, le consultat a fait le tour des 10 communes du département pour voir le zonage conseil départemental actuellement fait partie des meilleurs départements. C'est un manque vraiment de communication. Ces jeunes devraient venir au niveau du conseil. Pour contre, ces jeunes de l'APR qui veulent l'accélération de la cadence veulent mettre la pression sur les élus du département qui ont déjà commencé à relier la ville de Matam. Matam, Ali Bandegnan, RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. C'est Antoine. Attendu aujourd'hui la liste du nouveau gouvernement au Nigeria. Oui, c'est le président lui-même qui va annoncer la liste du gouvernement tout à l'heure. Un gouvernement de 36 membres déjà approuvé par le Parlement nigérian. Le Nigeria est sans gouvernement depuis que le président Buhari a pris fonction le 29 mai dernier. Au Bénin, le président Yahi Boni promet de respecter la Constitution. Thomas Boni Yahi a décidé de partir au terme de ses 2 mandats. Le président du Bénin a déclaré hier à l'AFP qu'il ne se représentera plus à la présidentielle de 2016. Boni Yahi est en visite officielle en France. Il a été élu pour la première fois en 2006 avant d'être réélu pour un autre quinquennat. Le pape François en Centrafrique, Paris craint pour la sécurité du souverain pontife. La France alerte et a informé les services du Vatican chargés de préparer la visite papale. La France a clairement dit que cette visite du pape en Centrafrique présente des risques sécuritaires. Babacar Fall. Des discussions seraient en cours entre Paris et le Vatican. Les autorités françaises tentent de convaincre le pape François de raccourcir ou même d'annuler tout bonnement son voyage en Centrafrique prévu à la fin de ce mois, les 28 et 29 novembre plus exactement. Déplacement à haut risque pour reprendre les termes de responsables français qui ont donc déjà saisi les services de sécurité du pape. La visite du chef de l'église catholique est prévue dans une période où la Centrafrique se prépare à des élections risquées après 2 ans de violence entre chrétiens et musulmans. Reste à savoir si le pape François va accorder du crédit à ces alertes de la France. Le pape François, un homme déterminé, difficile à faire changer d'avis. Burundi, sur le parti du président Pierre Nkurunziza, accuse la Belgique d'armer l'opposition. Le CNDD-FDD a vertement accusé la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, a dit le parti du président Pierre Nkurunziza est derrière l'opposition burundaise dans le seul but de recoloniser le Burundi. Mamadou Mohamed Gaye. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi, s'en est pris violemment à la Belgique, ancienne puissance coloniale, accusée d'armer l'opposition dans l'objectif de recoloniser ce petit pays des Grands Lacs plongé depuis 6 mois dans une crise politique. Les lobbies belges et le réseau de l'Union européenne lancent des déclarations apocalyptiques concernant un génocide au Burundi dans le seul but de protéger une nébuleuse politicienne que le colonisateur belge finance et arme dans ce petit pays afin de le détruire, a affirmé le président du parti Pascal Nyabenda dans un communiqué. Cette démarche n'est rien d'autre que la colonisation du Burundi et de son peuple, a-t-il insisté. Ex-rébellion Hutu dans la guerre civile de 1993 à 2006, le CNDD-FDD du président Pierre Nkurunziza s'en prend régulièrement à la Belgique, qui héberge de nombreux opposants burundais en exil et a suspendu son aide depuis le début de la crise, née de la volonté du chef de l'État de briguer un 3e mandat, qui, selon ses adversaires, viole la Constitution et l'accord d'Arusha ayant permis la fin de la guerre civile. Au lieu de crier au génocide, la Belgique devrait encourager les populations des quartiers contestataires à remettre les armes détenues illégalement à la police, qui a entamé dimanche une opération de fouille et de désarmement. La mise en échec d'un coup d'état militaire en mai, la répression des manifestations et la réélection en juillet de Pierre Nkurunziza lors d'un scrutin controversé n'ont pas empêché l'intensification des violences désormais armées. La France se dit en tout cas très préoccupée par la montée de la violence au Burundi. Paris salue la nomination d'un conseiller spécial de l'ONU pour le Burundi. C'est ce qu'a dit son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Si vous le voulez bien, on va terminer avec le IEF qui demande un dialogue politique en République démocratique du Congo. Et ce sera, Antoine, dans le plus respect de la Constitution, a dit l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF prône un dialogue politique en République démocratique du Congo. L'organisation que dirige Michael Jean dit soutenir par ailleurs le processus électoral au Congo. Merci Binta Diallo pour cette page internationale. Parole aux auditeurs.
l'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que pour sauver. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Sommet de Malte sur les migrations, beaucoup d'argent, des milliards annoncés par l'Occident pour retenir les jeunes dans leur pays. Cela peut-il être une solution au problème de l'émigration? Point de vue dans quelques minutes. Rebonjour Youssouf Boudian. Oui, nous démarrons donc avec l'élection des meilleurs sportifs de l'année. Le dépouillement a démarré à l'instant. Et on connaît déjà le meilleur joueur local, joueur de football cette saison. Il s'agit de Sori Keita de l'AS Douane. Il est suivi de Sylvain Badji, son coéquipier à la Douane, de Abdoulaye Ba qui joue à Niaretali, Wali Ndoye, ancien joueur de Bourg qui joue actuellement en Algérie. Ousseynou Toune est classé 5e. On connaît aussi le meilleur lutteur de l'année, Bombardier, donc qui rempile. Il est suivi de Eumesen et de sa caisse, plus de Citeux. Antoine, donc le dépouillement se poursuit. On va connaître tout à l'heure le boss, le ballon d'or sénégalais. Ça se passe donc à DTV et sur la Cham. Et sur place, c'est elle qui nous a donc filé toutes ces informations. Le dépouillement se poursuit. Oui, le dépouillement qui a commencé il y a quelques instants, plutôt la précision qu'il fallait faire. Du football, Youssouf, les Lions du Sénégal prennent leur repère à Antananarive. Le groupe d'Aliou Cissé est arrivé dans la capitale malgache à 2h du matin. La première séance d'entraînement est prévue cet après-midi dans un lieu pour le moment inconnu selon notre envoyé spécial. L'équipe nationale du Sénégal a finalement changé de lieu d'hébergement. Les Lions logent à l'hôtel Pandore en lieu et place du Central Hotel que leur avait réservé la Fédération malgache de football. Du coup, au match retour, le Sénégal ne sera pas obligé de prendre en charge la délégation malgache. Les explications de Abdoulaye Sow, un des vice-présidents de la Fédération sénégalaise de football. Nous avions convenu avec la Fédération malgache une relation de réciprocité, c'est-à-dire qu'ils nous prennent en charge à Antananarivo et que nous fassions la même chose à Dakar. Malheureusement, quand nous sommes venus, l'hôtel qui nous avait été réservé, c'était un hôtel de 3 étoiles exigu et qui ne pouvait pas prendre deux jours par chambre. Pas prendre 2 jours par chambre, mais qui pouvait y être, mais pas de manière très commode. Nous avons estimé qu'il fallait changer, nous avons discuté avec eux et à l'amiable, nous avons décidé de remplir la réciprocité et que chacun se prenne en charge. Et nous avons aussi évalué, sachant que dans le champ, nous risquions de perdre. Le Sénégal risquait de perdre parce que la vie est plus chère à Dakar qu'ici. Et nous avons ensemble, avec l'autorité ministérielle, cherché, et nous avons fait le tour de la ville et nous avons pensé que cet hôtel-là répondait aux normes de par son espace, par le calme, mais aussi de par le cadre qu'il offre de concentration. Et en accord avec les autorités, nous avons décidé de rester ici. Bon, vous savez, le pays souffre de beaucoup de problèmes d'infrastructure. Vous allez vous rendre compte du terrain sur lequel le match va se jouer, mais aussi même du terrain d'entraînement. Ce qui fait que nous avons pu prendre ce qui est là. Et nous avons convenu avec eux. Le jeudi, nous allons nous entraîner conformément aux dispositions réglementaires sur la pelouse. Le mercredi, nous avons un terrain d'entraînement qui n'est pas des meilleurs. Nous sommes en train de négocier pour pouvoir nous entraîner sur le stade lui-même, sur la pelouse du stade. Donc là aussi, il n'y a pas d'objection majeure. Les Lions donc qui sont arrivés très tard dans la soirée à Madagascar. Notre envoyé spécial à Abdoulaye est aussi à Madagascar actuellement. Nous allons suivre donc sa correspondance. Les Lions du Sénégal ont foulé le tarmac de l'aéroport Ivato de Tananarive à 2h30 du matin. 23h30 à Dakar, la délégation sénégalaise avait décollé de Roissy à Paris à 10h10 exactement ce mardi. L'unique escale technique observée a duré juste 1 heure, entre 17h et 18h à Yaoundé au Cameroun. La tanière a établi ses quartiers à l'hôtel Pandore à quelques encablures de l'aéroport. Dès ce mercredi, la première séance d'entraînement en terre malgache pour Aliou Cissé et ses joueurs. Jeudi, veille du match, la prise de repère sur la pelouse du stade Mahatsima qui abrite la rencontre vendredi. Papa Abdoulaye Der, Antananarivo, RFM. Le match est donc prévu à 11h30 GMT, mais déjà ces préliminaires de la Coupe du Monde Russie 2018 démarrent ce soir avec Mozambique-Gabon dans Zambie.
CHAN des U23, Sénégal 2015, l'équipe olympique entre en regroupement demain. Au centre technique Jules-François Bokandé de Touabdala, au stage qui va prendre fin le 28 novembre, qui coïncide avec le début de la compétition à Dakar. La liste va être élargie aux expatriés qui ont déjà reçu leur convocation. Les joueurs qui seront donc libérés par le club devraient rejoindre la tanière le 18 novembre selon le sélectionneur Céline Saliouja, que je vous propose de suivre. Je pense que c'est pas une définitive. Hein. On est en train de continuer un peu la présélection, parce que je pense qu'il y a déjà une base de l'équipe qui est jetée, avec les joueurs, les locaux qui sont là. Ils ont été avec nous dans les événements des Jeux africains pendant aussi la compétition, et dernièrement au tournoi du Nipah. Donc je pense que c'est la base qui est là. Et je pense qu'il y a aussi les proximités avec nous. Ils étaient aussi avec nous aux Jeux africains. Donc on est en train de continuer un peu le travail. Donc continuons pour la présélection comme on dit. Donc après la base, maintenant il faut regarder des postes pour par exemple s'il y a des dotations de certains professionnels, on ne pourra pas s'attendre à des décisions. Donc c'est sur cette base qu'on a lancé un peu cette liste. Et celui, je pense qu'il y a des collectifs à faire. Parce que il y a Tiller qui était avec nous qui est sur la liste, il y a Wagan qui est sur la liste, donc il y a eu quelques erreurs. Donc c'est pas une décision pour te dire. Est-ce qu'il y a des joueurs expatriés qui ont confirmé leur participation pour ce CHAN et quand est-ce qu'ils arrivent? Le CHAN, c'est pas une date FIFA. Donc maintenant, ça va dépendre un peu du bon vouloir des clubs et des relations qu'on peut avoir avec ces clubs ou de la carte de visite, par exemple, de certains démarcheurs. Donc maintenant, on a lancé les convocations pour les professionnels. Donc au plus tard, on a demandé avant les Jeux, au plus tard le 18. Et je pense que si on est sûr, par exemple, de la venue des uns et des autres, on pourra se battre, mettre en place le groupe définitif. La date victoire de la CAN, je pense que c'est à partir entre le 15 et le 16. Donc on a encore le temps de travail, il n'y a pas de possibilité pour mettre en place une équipe compétitive qui pourra défendre grandement nos chances. Céline Saliouja, donc en match d'ouverture le 28 novembre, le Sénégal affronte l'Afrique du Sud. Les 3 premières équipes se qualifient pour les JO Rio 2016. Antoine, on a d'autres résultats. Oui. Sadio Mané, c'était ton pari, Sadio Mané, donc qui est le boss à nouveau. Hein. Il rempile le ballon d'or sénégalais. Il est suivi de Mambiram Diouf et de Moussa Konaté. Et puis il y a Moussa Sow et Dembaba. Tu as donc vu juste. En tout cas, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Et puis on termine avec l'athlétisme. Le meeting I2AF World Challenge de Dakar 2016 est prévu le mercredi 25 mai, une date fixée en commun accord avec l'I2AF. Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, les compétitions sont prévues au stade Léopold Sédar Senghor. Youssouf Bodian, merci pour cette page des sports.